Les outils numériques, ils sont indispensables, on l'a vu avec la pandémie récente, et que ça soit des Google Drive, Trello, Slack, des CRM ou des ERP, ce qui les rend très utiles, c'est qu'ils nous permettent d'accéder à la bonne information au bon moment. Ça nous permet de prendre les bonnes décisions, de gagner du temps et même de travailler à distance. Et pourtant, ils sont essentiels, mais on est souvent confronté à des problématiques dessus. Ça peut être que tout le monde n'est pas à l'aise dessus, que des informations se perdent, ou alors qu'au fur et à mesure du temps, l'outil se dégrade. Ça, c'est des problématiques très communes dans des organisations, et je les ai aussi rencontrées en fondant des collectifs ou en accompagnant des organisations. Et avec du recul, j'ai réussi à en tirer 4 clés qui permettent de systématiquement réussir l'implantation d'un outil numérique. C'est ce qu'on va voir dans la première vidéo d'une très longue série sur comment mieux travailler ensemble. Ça commence maintenant. La première des clés, c'est que l'outil doit être indispensable. Indispensable, ça veut dire que pour répondre aux besoins auxquels il répond, il ne doit pas y avoir d'autres alternatives. Prenons un contre-exemple pour être plus clair. On va prendre le cas d'un grand groupe de distribution français qui passait d'un outil de gestion des documents en interne à un Google Drive. Il s'est passé un an entre la transition du premier outil vers le second, et ce qui devait se passer s'est passé. Certaines équipes utilisaient le premier quand d'autres utilisaient le second. Donc quand on voulait accéder à l'information dont on avait besoin, on avait parfois des difficultés. Un autre exemple que je rencontre très souvent, c'est celui d'équipes qui veulent mettre en place un Slack. Alors Slack, c'est un outil génial qui permet de converser avec des salons structurés. Le problème, c'est que certaines de ces équipes continuent à envoyer des comptes rendus par mail. Du coup, on répond à ces comptes rendus par mail et le Slack devient inutile. Une très bonne pratique, alors, ça serait de dire maintenant les comptes rendus, on les envoie par Slack, ça devient l'outil qui est indispensable. Et donc, personnellement, les usagers vont se rendre sur l'outil Slack pour accéder aux comptes rendus, et ça va même les inciter à utiliser et prendre l'habitude de cet outil. Vous l'avez donc compris, la première clé, c'est que l'outil soit indispensable, et vous me direz, bah, ça suffit pas, et vous aurez complètement raison. Avoir des outils, c'est très bien, mais si on ne sait pas les utiliser, ça ne sert à rien. La seconde clé, c'est que le personnel soit formé dessus. Et vraiment formé, hein. Vraiment formé, ça veut dire qu'on a pu répondre à tous les doutes et à toutes les interrogations sur l'outil, qu'on a pu communiquer clairement sur à quoi ça va servir et quand, et qu'on a pu prendre le temps pour essayer l'outil, se l'approprier et surtout se tromper dessus. Le grand minimum, c'est de pouvoir explorer avec chaque personne, au moins une fois, chaque fonctionnalité de l'outil. Pour ça, j'ai une bonne pratique à vous partager. C'est celle de faire une forme de parcours initiatique de l'outil. Un parcours initiatique, ça consiste à explorer chacune des fonctionnalités fondamentales de l'outil. Ça peut même être fait de manière fun. Prenons l'exemple d'un drive. On peut demander au collaborateur de créer un dossier dans un espace précis, de le nommer avec son plat préféré, de lui donner la couleur de son plat préféré et de mettre des photos de son plat préféré dessus. C'est très basique, mais avec ça, on a exploré déjà 4 fonctionnalités, et en plus, ça peut venir souder la cohésion d'équipe. J'ai une expérience de pensée à partager aux personnes qui rechigneraient à mettre du temps ou de l'argent sur les formations aux outils. Rappelez-vous quand vous aviez reçu vos premières chaussures à lacets quand vous étiez enfant. Vous aviez des belles chaussures, un bel outil, mais ne saviez pas faire les lacets. Quelles étaient les 3 options qui se présentaient devant vous? La première, c'est d'essayer de faire les lacets tant bien que mal, mais de devoir les refaire parce qu'ils se délassaient. Du coup, ça vous prenait du temps. La seconde, c'est de se dire, oh, je vais pas m'embêter, je vais pas faire les lacets, je vais aller jouer avec les copains, et puis au bout d'un moment, bah, je vais tomber et il y aura un problème. Et la troisième, c'est tout simplement de ne pas mettre les chaussures et de reprendre les vieilles chaussures à scratch que vous aviez. Ça vous rappelle quelque chose? C'est normal, c'est ce qu'on appelle des stratégies d'évitement. Et vous les avez sûrement rencontrées dans vos organisations. Pourquoi pas avec des personnes un peu plus âgées? Et ça a un coût en termes de temps et en termes d'énergie. Considérez que chaque personne qui est mal à l'aise avec un outil va passer 5 minutes par jour dessus. En un an, elle aura passé plus de 2 journées à être agacée sur l'outil, à devoir revenir dessus, ou alors à ce que d'autres personnes reviennent dessus. Bah, à ce moment-là, autant passer une demi-journée étalée dans le temps à former la personne sur ces outils. S'il y a une chose que je voulais que vous reteniez sur ce point-là, c'est que la formation, ça ne fait pas perdre du temps, ça en fait gagner. La troisième clé, c'est que les espaces soient bien clairs et bien définis.
Au début de la vidéo, je vous ai dit que l'intérêt de ces outils, c'est de nous donner la bonne information au bon moment. Mais encore faut-il qu'elle soit au bon endroit. Dans les outils, on peut distinguer des espaces. Ça va être un dossier sur un Drive, ça va être une conversation sur Slack, ça va être un tableau sur Trello. En fait, l'enjeu, c'est que chaque information ait un espace qui soit dédié et que chaque espace ait des informations qui y soient dédiées. Chaque place a sa chose, chaque chose a sa place. À ce sujet, j'ai plusieurs bonnes pratiques à vous partager. La première, c'est la règle des 4 clics. Il faut que chaque personne puisse accéder aux informations dont il ou elle a besoin en 4 clics. La seconde, c'est de faire simple au niveau des droits et des permissions. Vous savez, c'est de dire que telle ou telle personne peut accéder à tel dossier. Mais en fait, ça devient vite un bourbier qui va faire perdre du temps parce qu'au bout d'un moment, on doit changer ça et on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Qui plus est, avoir des outils numériques, c'est une opportunité extraordinaire pour gagner en agilité et en transparence. Et mettre beaucoup de droits et de la complexité là-dedans, c'est perdre cette opportunité et ça serait vraiment dommage. J'ai une bonne pratique aussi concernant les outils pour converser, type Slack ou Discord. Utilisez les petites bulles d'information pour expliquer à quoi servent chacun des salons. Ça donne beaucoup de clarté. Ce que vous pouvez faire aussi, et que je vous recommande, c'est d'avoir des salons informels et généraux. Ça permet de mettre toutes les informations où on ne sait pas où les mettre, et tous les autres salons gagneront en qualité. Vous l'aurez compris, c'est un enjeu de conception, mais aussi et surtout d'adaptation. Et c'est en lien avec les 2 clés précédentes. Souvenez-vous, un outil doit être indispensable. Donc si dans le cadre d'une réorganisation d'équipe, les besoins changent, il va falloir adapter les espaces pour que l'outil reste indispensable. Et si on adapte les espaces, il faut former les membres pour que tout le monde soit à l'aise dessus. Adapter, oui, mais par qui et comment? Ça, c'est le chaînon qui nous manque, la 4e clé. Avoir des rôles et des règles définis. C'est la clé qui est la plus variable de toutes, parce qu'elle va beaucoup dépendre de l'organisation et de l'outil. Les enjeux ne seront pas de la même grandeur si on parle du Trello d'une petite équipe ou de l'intranet d'une grande organisation. Par contre, les enjeux seront de même nature et je vous recommande de mettre en place des règles et des rôles pour y répondre. Le premier rôle que je vous recommande de mettre en place, c'est celui de référent ou de référente. C'est la personne qui va pouvoir répondre aux questions techniques des collaborateurs. L'idéal, c'est que cette personne soit à portée de bras pour pouvoir répondre aux questions les plus simples et les plus basiques. Si cette personne est dans votre équipe, je vous recommande de lui adosser le second rôle qui est essentiel pour le maintien de l'outil, qui est celui d'ange gardien ou d'ange gardienne. Son rôle, c'est de veiller aux bons usages sur les espaces. C'est la personne qui va pouvoir communiquer avec bienveillance à quelqu'un qui a mal utilisé un dossier, qui va lui expliquer comment bien faire en lui montrant directement. C'est aussi la personne qui, lorsqu'il y a un besoin, va pouvoir réorganiser l'espace pour qu'il soit bien clair et bien utilisable par tout le monde. Ça, c'était pour les rôles, mais il y a aussi les règles. Alors ça va beaucoup dépendre des outils et des besoins que vous rencontrez. Par contre, le minimum que je vous recommande de définir et de rendre très visible et très clair, c'est qui a le droit de modifier l'outil, dans quelles conditions et qui informer quand il y a une modification de l'outil. J'ai un premier challenge pour vous. On a vu les 4 clés. Est-ce que vous êtes capable de les reciter par cœur si je vous donne les initiales? I, F, E, R. On a vu que pour bien mettre en place un outil, il doit être indispensable, c'est-à-dire qu'il doit répondre à un besoin auquel on ne peut pas répondre autrement que par cet outil. Que le personnel doit être formé, mais vraiment formé dessus. Que les espaces doivent être bien définis et bien rangés. Et enfin, d'avoir des rôles et des règles pour le maintien de l'outil. Vous connaissez les différentes clés, mais juste le savoir, c'est bien, mais ça sert à rien. Mon second challenge, c'est que vous l'appliquiez concrètement dans vos équipes et dans vos organisations. Partagez-le en interne, réfléchissez ensemble et mettez en place des actions concrètes. Que ça soit en rendant les outils plus indispensables, en formant mieux toutes les équipes, en redéfinissant les espaces, les rôles ou les règles. Et dites-moi en commentaire comment ça s'est passé. Si jamais ça vous intéresse que je développe une formation pour aller plus loin dessus, dites-le moi. Je le ferai avec grand plaisir.
Et on n'oublie pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et sur ma newsletter. Et comme d'habitude, restez curieuse et restez curieux. À très bientôt.